Le soleil d'automne baignait Paris d'une lumière dorée lorsqu'Élise Dufour reçut la lettre qui allait bouleverser sa vie. Dans son petit atelier de restauration d'art du Marais, elle décacheta l'enveloppe à l'encre sépia, les doigts encore tachés de pigments. Mademoiselle Dufour, nous avons le regret de vous informer du décès de Monsieur Gustave Dufour, votre grand-oncle. Selon ses dernières volontés, vous êtes l'unique héritière de sa propriété située au 13 rue des Songes. Élise fronça les sourcils. Un grand-oncle ? Jamais sa famille n'avait mentionné ce parent éloigné. À 32 ans, la jeune femme au boucle auburn croyait connaître toutes les branches de son arbre généalogique. 3 jours plus tard, elle se tenait devant l'imposante bâtisse. La demeure, nichée dans une ruelle étroite du vieux Paris, semblait défier le temps avec ses pierres noircies et son architecture néo-gothique. Des gargouilles grimaçantes ornaient la façade, leurs yeux de pierre semblant suivre chacun de ses mouvements. Impressionnante, n'est-ce pas ? La voix rauque la fit sursauter. Un vieil homme voûté émergea de l'ombre du porche. Monsieur Lefebvre, gardien de la maison depuis 40 ans. Votre grand-oncle m'a chargé de vous accueillir. Son visage buriné affichait un sourire poli, mais ses yeux gris restaient impénétrables. Je ne savais même pas que j'avais un grand-oncle, avoua Élise en serrant la main rugueuse du gardien. Monsieur Gustave était, un homme discret. Venez, je vais vous faire visiter. Le hall d'entrée s'élevait sur 2 étages, dominé par un escalier en colimaçon. Mais ce qui frappa immédiatement Élise, c'étaient les portes. Des dizaines de portes, toutes différentes, certaines massives en chêne sculpté, d'autres délicates avec des incrustations d'ivoire, s'alignaient le long des couloirs qui rayonnaient depuis le hall. Combien y a-t-il de pièces ? Murmura Élise, intimidée par l'immensité des lieux. 100 portes exactement, répondit Lefebvre. C'est ainsi qu'on l'a toujours appelée, la maison aux 100 portes. Un courant d'air glacé caressa la nuque d'Élise, bien que toutes les fenêtres fussent fermées. Votre grand-oncle a laissé ceci pour vous, poursuivit le gardien en lui tendant une clé en argent noirci, ornée de symboles étranges. La clé maîtresse. Mais je dois vous avertir, mademoiselle, certaines portes feraient mieux de rester closes. Cette nuit-là, installée dans la chambre principale, Élise ne parvenait pas à trouver le sommeil. La maison semblait vivante, parcourue de craquements et de murmures. Vers minuit, elle se leva et, guidée par une curiosité irrépressible, se dirigea vers le couloiret. Une porte attira son attention. Plus petite que les autres, son bois sombre était gravé d'une inscription en latin, Prima porta, prima veritas, première porte, première vérité. La main tremblante, Élise inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme résista, puis céda dans un cliquetis sinistre. La porte s'ouvrit sur une bibliothèque poussiéreuse où le temps semblait suspendu. Des rayonnages montaient jusqu'au plafond, chargés de volumes anciens aux reliures fatiguées. Une odeur de cuir vieilli et d'encre séchée imprégnait l'air. Élise avança prudemment, ses pas étouffés par un épais tapis persan au motif délavé. Au centre de la pièce trônait un bureau en acajou massif. Des documents y étaient soigneusement disposés, comme si quelqu'un venait tout juste de quitter les lieux. Élise s'approcha et découvrit un journal intime daté de 1872, ouvert sur une page couverte d'une écriture serrée. Les portes s'ouvrent désormais. J'ai enfin percé le secret du passage. Chaque seuil mène à une réalité différente, certaines merveilleuses, d'autres cauchemardesques. Un bruit de pas interrompit sa lecture. Élise se retourna vivement pour découvrir un homme d'une 40aine d'années, élancé, aux cheveux poivre et cils coupés courts. « Pardonnez mon intrusion, dit-il avec un léger sourire. Victor Moreau, historien spécialisé en architecture gothique. Monsieur Lefebvre m'a informé de votre arrivée. Vous m'avez fait peur, répondit Élise, le cœur battant. Que faites-vous ici? J'étudie cette maison depuis des années. Votre grand-oncle m'autorisait à consulter ses archives. Cette demeure est unique, construite en 1667 par Étienne Dufour, un alchimiste réputé. La légende veut qu'il ait découvert comment franchir les frontières entre les mondes. Victor s'approcha du bureau et effleura le journal du bout des doigts. Je vois que vous avez trouvé le journal d'Alphonse Dufour, son descendant. Il poursuivait les recherches de son ancêtre. Vous croyez à ces histoires? Demanda Élise, sceptique. Disons que je garde l'esprit ouvert. Cette maison recèle trop d'anomalies architecturales pour être ordinaire. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Élise. Élise? C'est Sophie. Je suis devant chez toi, mais tu n'y es pas. Tout va bien? Sophie. J'ai complètement oublié de te prévenir.
J'ai hérité d'une maison, c'est une longue histoire. Je t'envoie l'adresse. 1 heure plus tard, Sophie Benoît, photographe de profession et meilleure amie d'Élise depuis le lycée, franchissait le seuil de la demeure. Ses yeux noirs s'écarquillèrent devant la magnificence des lieux. « Tu plaisantes ? C'est un château » s'exclama-t-elle en tournant sur elle-même dans le hall. Puis, baissant la voix, « Qui est le bel inconnu ?» Après les présentations, Victor proposa de leur montrer les plans originaux de la maison qu'il avait découverts dans les archives municipales. Étalés sur la grande table de la salle à manger, les documents jaunis révélaient un labyrinthe de couloirs et de pièces. « C'est étrange, murmura Élise en comparant les plans à ce qu'elle avait vu. Ce couloir derrière la bibliothèque n'apparaît pas ici. Justement, répondit Victor, les yeux brillants d'excitation. C'est l'une des anomalies dont je vous parlais. Sophie, qui explorait la pièce, s'arrêta soudain, le visage pâle. Vous ne sentez pas, comme une présence ? Elle frissonna. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ce soir-là, Élise retourna seule à la bibliothèque. Armée d'une lampe torche, elle ouvrit la porte dissimulée derrière une étagère que Victor lui avait montrée. Le couloir étroit qui s'offrait à sa vue ne figurait sur aucun plan. Les murs semblaient onduler légèrement, comme vus à travers une brume invisible. L'aube teintait à peine le ciel parisien lorsqu'Élise fut réveillée par des coups frappés à sa porte. Victor se tenait dans le couloir, le visage animé par une excitation mal contenue, un épais volume relié de cuir sous le bras. « J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire » annonça-t-il sans préambule. « Venez voir. » Dans la bibliothèque, il ouvrit précautionneusement le livre sur la table. Les pages jaunies révélèrent des illustrations détaillées des gargouilles de Notre-Dame, accompagnées de notes manuscrites en latin et en français ancien. Ce manuscrit date du XVIIe siècle, expliqua Victor. Il établit un lien direct entre cette maison et les gargouilles de la cathédrale. Selon l'auteur, Étienne Dufour, les gargouilles ne sont pas de simples décorations. Ce sont des gardiens, des entités surnaturelles emprisonnées dans la pierre pour protéger Paris. Protéger Paris contre quoi ? Demanda Élise, sceptique mais intriguée. Contre ce qui se cache derrière les portes, répondit Victor en tournant une page qui montrait un dessin inquiétant de créatures tentaculaires émergeant d'un portail. Dufour croyait que notre monde n'était qu'un parmi d'innombrables réalités, certaines habitées par des entités qui cherchent à s'infiltrer chez nous. Sophie, qui les avait rejoints silencieusement, frissonna. « Et vous croyez à ces superstitions ? J'ai vu trop de choses inexplicables dans cette maison pour écarter cette possibilité, répondit Victor. Suivez-moi. Il les conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une porte étroite ornée de symboles ésotériques. La clé d'argent d'Élise s'y adapta parfaitement. La porte s'ouvrit sur une pièce circulaire au mur couvert de niches. Dans chacune d'elles se trouvait une miniature exquisément sculptée représentant une gargouille. Il y en a exactement autant que sur Notre-Dame, murmura Victor. Chaque miniature est liée à son homologue sur la cathédrale. C'est une forme de magie sympathique, ce qui affecte l'une affecte l'autre. Élise s'approcha d'une sculpture particulièrement expressive, représentant une créature mi-homme mi-oiseau. Poussée par une impulsion irrésistible, elle tendit la main et effleura la pierre froide. Une décharge électrique sembla traverser son corps. La pièce s'évanouit autour d'elle, remplacée par une vision terrifiante, Paris en ruine, le ciel obscurci par des nuées de créatures ailées au corps difforme. Au milieu du chaos, les gargouilles de Notre-Dame s'arrachaient à leur prison de pierre, leurs membres se dépliant avec des craquements sinistres, pour affronter les envahisseurs. Élise. Élise. La voix de Sophie la ramena brutalement à la réalité. Elle se retrouva à genoux sur le sol de la pièce circulaire, tremblante et couverte de sueur froide. « Qu'avez-vous vu » demanda Victor, le visage grave. Tandis qu'Élise décrivait sa vision, ils entendirent un bruit de verre brisé provenant du couloir. Ils trouvèrent Monsieur Lefebvre ramassant les débris d'un vase ancien. « Pardonnez ma maladresse » s'excusa-t-il, mais son regard fuyant trahissait son malaise. « Je vous conseille de ne pas rester dans cette pièce. Certains secrets devraient rester enfouis. »« Que savez-vous des gargouilles, Monsieur Lefebvre » demanda directement Victor. Le vieil homme se raidit. « Je ne suis qu'un simple gardien, monsieur. Je veille sur la maison, c'est tout. »« Vous êtes plus que cela » insista Victor. « Vous connaissez les secrets de cette demeure. Vous savez ce qui se cache derrière les portes. » Le regard de Lefebvre s'assombrit. « Prenez garde, monsieur Moreau. La curiosité a déjà coûté cher à beaucoup dans cette maison. » Sur ces paroles énigmatiques, il s'éloigna,
laissant derrière lui une atmosphère lourde de menaces implicites. Les jours suivants, Élise entreprit d'explorer méthodiquement les portes de la maison. Chaque ouverture révélait des merveilles ou des horreurs qui défiaient l'entendement. La 7e porte donnait sur une version de Paris englouti sous les eaux, où des créatures marines nageaient entre les tours de Notre-Dame transformées en récifs coralliens. La 12e porte s'ouvrait sur une métropole futuriste au gratte-ciel vertigineux, où des véhicules volants sillonnaient un ciel violet strié d'éclairs perpétuels. « C'est fascinant », murmurait Victor en prenant des notes frénétiques. Chaque porte semble mener à une réalité alternative, une version de Paris qui aurait pu exister si l'histoire avait pris un tournant différent. La 23e porte fut particulièrement éprouvante, un Paris médiéval ravagé par une peste noire bien plus virulente que celle connue par l'histoire. Des chariots remplis de cadavres parcouraient des rues désertes, sous le regard impassible des gargouilles de Notre-Dame. Sophie, qui les accompagnait avec réticence, photographiant chaque découverte, semblait de plus en plus préoccupée. « Élise, tu ne trouves pas que tout cela devient dangereux ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elle partageait une bouteille de vin dans la cuisine. « Ces visions, ou quoi que ce soit, elles ne sont pas normales. Et ce Victor, que sait-on vraiment de lui ? Il connaît cette maison mieux que quiconque, répondit Élise. Sans lui, je serais complètement perdu. Justement, insista Sophie. Ne trouves-tu pas étrange qu'il soit apparu si opportunément ? Et ce gardien qui te regarde comme si tu étais un fantôme. Élise soupira. Je sais que tout cela semble faux. Mais je sens que je dois comprendre. C'est comme si cette maison m'appelait depuis toujours. C'est exactement ce qui m'inquiète, murmura Sophie. Promets-moi au moins d'être prudente. Le lendemain, ils décidèrent d'explorer la 30e porte, située dans l'aile de la maison. Contrairement aux autres, celle-ci était d'un blanc immaculé, sans ornement ni poignée visible. Comment l'ouvre-t-on ? demanda Sophie. Victor examina attentivement la surface lisse. Je crois qu'il faut du sang, dit-il finalement. Les anciens textes mentionnent des portes qui ne s'ouvrent qu'au sang des Dufour. Élise hésita, puis se piqua le doigt avec un canif et pressa une goutte de sang contre la porte blanche. La surface sembla l'absorber, puis la porte s'ouvrit silencieusement. Une lumière aveuglante les enveloppa. Lorsque leurs yeux s'habituèrent, ils découvrirent un Paris baigné d'une clarté surnaturelle, où des êtres ailés au corps lumineux volaient paisiblement entre des bâtiments d'une beauté éthérée. « C'est le paradis », murmura Sophie, émerveillée. « Ou sa version dans cette réalité », répondit Victor. Chaque porte reflète un aspect différent de l'existence. Fascinée, Sophie s'avança sur le seuil. « Je veux voir de plus près. »« Sophie, attends !» cria Élise, mais trop tard. Dès que son amie franchit complètement la porte, celle-ci se referma brutalement derrière elle. Élise se précipita, frappant la surface redevenue solide. « Sophie ! Sophie !» Aucune réponse ne vint. La porte blanche restait obstinément close, insensible au sang qu'Élise tentait désespérément d'y appliquer à nouveau. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle à Victor, paniquée. « Les portes ont leurs propres règles, répondit-il gravement. Certaines ne s'ouvrent qu'à certaines heures, d'autres exigent des sacrifices spécifiques. Il faut la retrouver. » Élise se précipita vers l'escalier. Monsieur Lefebvre doit savoir comment, mais le gardien avait disparu. Sa loge était vide, son linon défait depuis plusieurs jours. Il nous évite délibérément, constata Victor. Je crains qu'il ne soit plus qu'il n'y paraît. La disparition de Sophie plongea Élise dans une frénésie d'exploration. Chaque porte, chaque recoin de la maison pouvait potentiellement mener à son ami. Victor l'assistait inlassablement, sa connaissance de la demeure s'avérant précieuse à chaque tournant. Il doit y avoir un moyen de la retrouver, répétait Élise en parcourant les journaux intimes des précédents Dufour. Si ces portes s'ouvrent, elles doivent pouvoir se rouvrir. Un soir, alors qu'ils examinaient pour la énième fois les plans de la maison, Victor remarqua une irrégularité dans le mur nord de la cave. Il devrait y avoir un espace ici, dit-il en désignant une zone qui semblait pleine sur le plan. Comme une pièce cachée. Armés de lampes torchées, ils descendirent dans les profondeurs humides de la demeure. La cave principale, encombrée de vieilles malles et de bouteilles poussiéreuses, sentait le moisi et le temps figé. Victor examina méthodiquement le mur du fond, tapotant la pierre à intervalles réguliers. Là, murmura-t-il lorsqu'un son creux répondit à ses coups. Il y a bien quelque chose. Après plusieurs minutes de recherche, ils découvrirent un mécanisme dissimulé dans une gargouille miniature encastrée dans la pierre. La paroi coulissa,
révélant une bibliothèque secrète. Des étagères croulaient sous le poids de grimoires anciens, certains enchaînés à leur support. Au centre, un pupitre en bois noir supportait un volume massif relié de peau sombre. Le Liber Portarum, souffla Victor avec révérence. Le livre des portes. Je croyais qu'il avait été détruit pendant la Révolution. Le grimoire, écrit dans un latin archaïque mêlé de symboles ésotériques, relatait en détail le pacte conclu par Étienne Dufour en 1667. En échange du pouvoir d'ouvrir des portes vers d'autres réalités, l'alchimiste avait promis aux entités qu'il nommait les gardiens un sacrifice humain tous les 100 ans. Le prochain sacrifice est prévu dans 3 jours, réalisa Élise avec horreur. Le 21 octobre, c'est dans 3 jours. Je crains que votre ami n'ait été choisi comme offrande, dit gravement Victor. Les gardiens ont toujours besoin d'une âme pure pour maintenir le pacte. Les gardiens, vous parlez des gargouilles, demanda Élise, incrédule. Victor hésita, puis soupira profondément. Il est temps que je vous dise la vérité, Élise. Je ne suis pas qu'un simple historien. Il sortit de sa poche un médaillon en argent gravé du même symbole que la clé d'Élise. Je suis un descendant d'Étienne Dufour, comme vous. J'ai consacré ma vie à étudier le pacte, espérant trouver un moyen de le rompre sans déchaîner les horreurs qui se cachent derrière les portes. Vous saviez, accusa Élise, la colère montant en elle. Vous saviez pour Sophie, pour le sacrifice. Je soupçonnais que quelque chose se préparait, mais je vous jure que je n'ai pas orchestré sa disparition, se défendit Victor. Les gardiens choisissent eux-mêmes leurs victimes. Ils ont probablement senti sa pureté d'âme dès son entrée dans la maison. Et Monsieur Lefebvre? Qui est-il vraiment? Je n'en suis pas certain, admit Victor. Mais il est lié aux gardiens d'une façon que je ne comprends pas encore. Il est présent sur les photographies de cette maison depuis plus d'1 siècle, toujours le même visage, le même regard. Élise s'effondra sur une chaise, accablée par ces révélations. Comment pouvons-nous sauver Sophie? Il existe peut-être un moyen, répondit Victor en tournant les pages du grimoire. Le pacte peut être renégocié par un héritier direct du sang des Dufour. Vous, Élise. Que dois-je faire? Nous devons d'abord comprendre exactement ce que sont les gardiens, dit Victor. Et pour cela, nous devons nous rendre à Notre-Dame. L'aube était encore loin lorsqu'Élise et Victor atteignirent le parvis de Notre-Dame. La cathédrale se dressait, majestueuse et silencieuse, ses tours jumelles se découpant sur le ciel nocturne. Grâce aux relations de Victor dans le milieu académique, ils avaient obtenu une autorisation exceptionnelle d'accéder au toit. Les gargouilles sont plus qu'elles n'y paraissent, expliqua Victor tandis qu'il gravissait l'escalier en colimaçon menant aux galeries supérieures. Selon le Liber Portarum, elles sont les manifestations physiques des gardiens, des entités qui maintiennent l'équilibre entre les réalités. Parvenus sur la galerie des chimères, ils contemplèrent les créatures de pierre qui veillaient sur Paris depuis des siècles. Démons, monstres et créatures fantastiques, figés dans des postures menaçantes ou méditatives, leurs gueules ouvertes déversant les eaux de pluie loin des murs sacrés. Elles semblent si vivantes, murmura Élise, frissonnant dans l'air froid de la nuit. Victor s'approcha d'une gargouille particulière, représentant un être mi-homme mi-oiseau, similaire à celle qu'Élise avait touchée dans la maison. Celle-ci s'appelle le Strige, dit-il. C'est l'une des plus anciennes. Il s'interrompit brusquement. Elle n'est plus là. À la place de la créature ne restait qu'un socle vide, comme si la gargouille s'était arrachée de son perchoir séculaire. C'est impossible, souffla Victor. Ces sculptures pèsent des tonnes. Elles ne peuvent pas simplement disparaître. Un examen rapide révéla que 3 autres gargouilles manquaient également à l'appel, laissant des espaces vides dans la garde de pierre qui veillait sur la ville. Elle se réveille, murmura Élise, se rappelant sa vision. Comme dans mon rêve. Ils retournèrent précipitamment à la maison aux 100 portes. Dans la salle circulaire aux miniatures, leurs craintes se confirmèrent, les sculptures correspondant aux gargouilles manquantes avaient également disparu de leur niche. Le cycle du sacrifice a commencé, dit gravement Victor. Les gardiens prennent forme humaine pour préparer le rituel. Vous pensez que Monsieur Lefebvre est l'un d'eux? J'en suis presque certain maintenant. Il veille sur cette maison depuis bien trop longtemps pour être humain. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Monsieur Lefebvre se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage habituellement impassible déformé par une expression de colère inhumaine. Vous n'auriez jamais dû venir ici, gronda-t-il d'une voix qui semblait résonner comme la pierre. Le pacte doit être honoré. Où est Sophie? Exigea Élise en s'avançant courageusement.
Les yeux de Lefebvre, autrefois gris, luisaient maintenant d'un éclat ambré surnaturel. Elle a été choisie. Son âme nourrira les sots pour un autre siècle. Vous êtes l'un d'eux, accusa Victor. Un gardien. Lefebvre inclina légèrement la tête, comme en signe de reconnaissance. Je veille sur cette maison et sur le pacte depuis sa création. J'ai porté bien des visages, bien des noms à travers les âges. Pourquoi Sophie, demanda Élise, la voix brisée. Elle n'a rien à voir avec tout cela. Les âmes les plus pures créent les sceaux les plus solides, répondit Lefebvre. Votre ami a été choisi dès qu'elle a franchi le seuil. Sa compassion, sa loyauté, qualité rare et précieuse. Je ne vous laisserai pas faire, déclara Élise avec une détermination féroce. Un sourire inquiétant étira les lèvres de Lefebvre, révélant des dents anormalement pointues. Vous ne pouvez pas l'arrêter, ce qui a été mis en mouvement il y a des siècles. À moins. À moins quoi, pressa Victor. À moins que l'héritière ne propose un sacrifice de valeur égale. Le regard de Lefebvre se posa sur Élise. Le sang des Dufour a toujours eu un pouvoir particulier sur les portes. Avant qu'ils puissent réagir, Lefebvre se métamorphosa sous leurs yeux. Sa silhouette s'étira, sa peau prenant la texture et la couleur de la pierre. En quelques secondes, à la place du vieux gardien se dressait une créature ailée à la gueule monstrueuse, le Strige de Notre-Dame, vivant et terrible. D'un mouvement trop rapide pour l'œil humain, la créature s'élança vers Victor, le saisissant à la gorge et le projetant contre le mur. Puis elle se tourna vers Élise. 3 nuits, gronda la voix caverneuse. Vous avez 3 nuits pour trouver la 100e porte et proposer votre sacrifice. Sinon, votre ami périra, et les portes s'ouvriront toutes. Dans un battement d'ailes puissant, la créature disparut par la fenêtre, laissant derrière elle un silence assourdissant. Le temps s'écoulait inexorablement. Élise et Victor, remis de sa blessure, fouillaient frénétiquement la maison à la recherche de la 100e porte. Ils avaient compté et exploré chaque ouverture, chaque passage, mais n'en avaient trouvé que 99. Elle doit être cachée différemment des autres, théorisa Victor en examinant à nouveau les plans de la maison. Peut-être n'est-elle visible qu'à certaines conditions. Ils avaient passé la journée à consulter les grimoires de la bibliothèque secrète, cherchant des indices sur l'emplacement de la porte manquante. Les heures s'égrenaient, chaque minute rapprochant Sophie de son funeste destin. Le Liber Portarum mentionne un sanctum ultimum, le sanctuaire ultime, dit Élise en traduisant laborieusement un passage particulièrement obscur. Il dit que seul le sang de l'héritier versé à minuit révélera le chemin vers la dernière porte. Minuit, murmura Victor en consultant sa montre. Il nous reste moins de 2 heures. Un bruit sourd, comme un battement d'ailes massives, résonna à l'extérieur. Par la fenêtre, ils aperçurent des silhouettes sombres qui tournoyaient autour de la maison. Les gargouilles, désormais pleinement éveillées, se rassemblaient pour le rituel imminent. Nous devons nous dépêcher, pressa Victor. Les gardiens se préparent pour le rituel. Ils montèrent au comble, dernière partie de la maison qu'ils n'avaient pas encore explorée minutieusement. La vaste mansarde était encombrée d'objets hétéroclites accumulés au fil des siècles, meubles couverts de draps jaunis, mal verrouillés, tableaux retournés contre les murs. Regarde, murmura Élise en désignant le plancher. Des symboles gravés dans le bois formaient un cercle parfait au centre de la pièce. Les mêmes signes ésotériques que ceux ornant la clé d'argent et le médaillon de Victor. C'est ici, confirma-t-il. Le point focal de toutes les énergies de la maison. Minuit approchait. À l'extérieur, le vent se levait, faisant grincer la charpente centenaire. Les battements d'ailes se rapprochaient, accompagnés désormais de murmures gutturaux en une langue inconnue. Élise sortit un petit couteau de sa poche. Le sang de l'héritier versé à minuit, récita-t-elle. Élise, attendez, intervint Victor en saisissant son poignet. Nous ignorons ce qui se passera exactement. Le rituel pourrait vous mettre en danger. Sophie est en danger à cause de moi, répliqua-t-elle fermement. Je dois la sauver. La première sonnerie de minuit retentit au loin. Sans plus hésiter, Élise entailla sa paume et laissa couler son sang au centre du cercle gravé. Les symboles s'illuminèrent instantanément d'une lueur rougeâtre. Le plancher sembla se liquéfier sous leurs pieds, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les profondeurs de la maison. La voie est ouverte, murmura Victor, stupéfait. Ils descendirent prudemment les marches étroites. L'escalier semblait interminable, les entraînant bien plus bas que les fondations de la maison n'auraient dû le permettre. L'air devenait plus froid, plus dense à chaque pas. Finalement, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire aux murs de pierre brute.
Au centre se dressait un autel de marbre noir, et derrière lui, une porte monumentale faite d'un matériau qui n'était ni bois ni métal, mais semblait absorber la lumière environnante. La 100e porte, souffla Élise. Un mouvement sur l'autel attira leur attention. Sophie y était allongée, inconsciente, vêtue d'une robe blanche. Autour d'elle, 4 silhouettes encapuchonnées psalmodiaient en cercle. Les gardiens, chuchota Victor. Ils ont pris forme humaine pour le rituel. Comment les arrêter? Le pacte, répondit-il. Vous devez le renégocier en tant qu'héritière des Dufour. Élise s'avança courageusement dans la salle. Je suis Élise Dufour, proclama-t-elle d'une voix forte. Héritière d'Étienne Dufour. J'exige d'être entendue. Les silhouettes s'immobilisèrent. L'une d'elles se tourna lentement, révélant le visage de Pierre de Lefebvre, désormais à moitié transformé en gargouille. Vous n'avez aucun droit d'interrompre le rituel, gronda-t-il. Le pacte doit être honoré. Je propose un autre sacrifice, déclara Élise. Mon sang volontairement offert, en échange de la liberté de Sophie. Un murmure parcourut les rangs des gardiens. Lefebvre inclina la tête, intrigué. Le sang volontaire d'une héritière, cela n'a pas été offert depuis des siècles. J'offre plus que mon sang, poursuivit Élise, inspirée par une soudaine intuition. J'offre de devenir moi-même une gardienne, liée à cette maison pour l'éternité. Victor s'avança, alarmé. Élise, non. Vous ne savez pas ce que cela implique. Silence, tonna Lefebvre. Sa forme continuait à changer, ses traits humains s'effaçant progressivement sous la pierre vivante. L'offre est intéressante. Les autres gardiens s'approchèrent, formant un cercle autour d'Élise. Leurs capuches tombèrent, révélant des visages mi-humains mi-gargouilles, chacun reflétant une des sculptures de Notre-Dame. Savez-vous ce que signifie devenir l'une de nous? Demanda une voix féminine, appartenant à une créature aux traits d'oiseau. Abandonnez votre humanité, votre mortalité, pour veiller éternellement sur les portes? Je le sais, affirma Élise, bien qu'elle tremblât intérieurement. Et je l'accepte, si cela signifie sauver Sophie et mettre fin au sacrifice. Lefebvre s'approcha, ses yeux de pierre brillant d'une lueur surnaturelle. Votre courage est inattendu. Mais il y a un test. Il désigna la 100e porte. Cette porte mène au cœur de toutes les réalités. Franchissez-la et revenez avec la preuve que vous êtes digne de devenir une gardienne. Victor tenta de s'interposer. C'est un piège. Personne n'a jamais franchi cette porte et n'est revenu. Mais Élise avait déjà pris sa décision. Je le ferai. Elle s'approcha de la porte monumentale. À sa surprise, celle-ci s'ouvrit sans résistance à son contact, révélant non pas une ouverture, mais un tourbillon de couleurs et de formes impossibles à décrire. Avec un dernier regard vers Sophie inconsciente et Victor désespéré, Élise franchit le seuil et fut engloutie par le chaos primordial. Élise flottait dans un vide sans fin, entourée de fragments de réalité. Des éclats de monde passaient autour d'elle comme des feuilles emportées par le vent, ici une rue parisienne sous la neige, là un désert de sable rouge sous 3 lunes, plus loin une cité suspendue entre des nuages d'or. Bienvenue au Nexus, résonna une voix qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. Une silhouette se matérialisa devant elle, un homme âgé aux traits familiers, vêtu d'habits du XVIIe siècle. Étienne Dufour, murmura Élise, reconnaissant l'alchimiste des portraits de la maison. Ou ce qu'il en reste, sourit tristement l'apparition. Mon essence est liée à ce lieu depuis que j'ai scellé le pacte. Quel est cet endroit? Le point de convergence de toutes les réalités, le cœur du multivers. C'est ici que j'ai découvert le secret des portes, et c'est ici que j'ai commis ma plus grande erreur. Étienne fit un geste, et un fragment de réalité s'agrandit devant eux, montrant Paris ravagé par des créatures cauchemardesques. J'ai ouvert des portes qui auraient dû rester fermées, expliqua-t-il. Des entités anciennes ont tenté d'envahir notre monde. Pour les arrêter, j'ai conclu un pacte avec les gardiens des êtres qui existaient entre les réalités. Ils ont accepté de protéger notre monde, mais à un prix terrible. Les sacrifices, comprit Élise. Oui. Et pire encore, ils sont devenus prisonniers de leur rôle, corrompus par leur pouvoir. Ce qui était censé être une protection est devenu une prison pour eux aussi. Comment puis-je y mettre fin? En brisant le pacte original et en forgeant un nouveau. Étienne désigna un médaillon identique à celui de Victor, qui pendait désormais au cou d'Élise. Ce talisman contient mon essence, mon pouvoir. Avec lui, vous pouvez renégocier les termes. Mais les gardiens ne l'accepteront jamais. Ils le feront,
car ils souffrent autant que leurs victimes. Ils étaient autrefois des êtres de lumière, avant que le pacte ne les transforme en créatures de pierre et d'ombre. Étienne commença à s'estomper. Mon temps s'achève. Souvenez-vous, le véritable pouvoir réside dans le choix, non dans le sacrifice. Élise se retrouva soudain projetée en arrière, comme aspirée par une force irrésistible. Elle émergea de la 100e porte dans un éclair de lumière, tombant à genoux sur le sol de la chambre rituelle. Le médaillon d'Étienne brillait sur sa poitrine d'un éclat surnaturel. Les gardiens reculèrent, éblouis par cette lumière. « J'ai parlé à Étienne Dufour, annonça-t-il en se relevant. Je connais la vérité sur le pacte. » Lefebvre s'avança, méfiant. « Impossible. Étienne Dufour est mort depuis des siècles. Son essence survit dans le Nexus. Et il m'a révélé que vous êtes autant prisonniers que vos victimes. » Un murmure troublé parcourut les rangs des gardiens. La créature féminine aux traits d'oiseau s'approcha. Elle dit vrai, admit-elle. Nous étions autrefois des êtres de lumière, avant que le pacte ne nous enchaîne à ces formes de pierre. Je propose un nouveau pacte, déclara Élise. Non plus basé sur le sacrifice, mais sur l'équilibre et le choix. Elle éleva le médaillon, qui projeta un réseau complexe de lumière dans toute la pièce, reliant les gardiens, Sophie, Victor et elle-même dans une toile étincelante. Par le pouvoir du sang des Dufour, je brise l'ancien pacte. Le sol trembla violemment. Des fissures apparurent dans les murs, s'élargissant rapidement. La 100e porte commença à vibrer, émettant un son discordant qui s'intensifiait à chaque seconde. « Qu'avez-vous fait » hurla Lefebvre, son corps oscillant entre forme humaine et gargouille. « Sans le pacte, les portes vont toutes s'ouvrir. » « Non, répondit calmement Élise. « Je propose un nouveau pacte. Non plus avec vous comme geôlier, mais comme véritable gardien. Plus de sacrifices humains, je vous offre la maison elle-même comme ancre. » Elle plaqua ses mains contre le sol, laissant son sang couler dans les fissures. « Cette demeure, bâtie par mon ancêtre, nourrie par le sang des Dufour pendant des siècles, sera le sceau qui maintient l'équilibre entre les mondes. » Le médaillon explosa en fragments de lumière qui s'incrustèrent dans les murs, le sol, le plafond. La structure entière de la chambre rituelle se mit à luire d'une énergie contenue. Les gardiens se transformaient. La pierre qui emprisonnait leur corps se fendillait, révélant des formes lumineuses en dessous. Lefebvre fut le dernier à changer, son visage de pierre se craquelant pour révéler des traits presque humains, empreints d'une sagesse ancienne. « Vous avez réussi, murmura-t-il avec une voix désormais mélodieuse. Le pacte est renouvelé. » La 100e porte commença à se refermer lentement, son cadre se déformant jusqu'à ne plus être qu'une simple arche de pierre. Sophie s'éveilla sur l'autel, désorientée mais indemne. Victor se précipita vers elle, puis vers Élise. « C'est fini » demanda-t-il, incrédule. « Le cycle des sacrifices est terminé » confirma Élise. « Mais la maison restera le point d'ancrage entre les mondes. » Les murs tremblèrent une dernière fois, puis tout s'immobilisa. Un silence paisible s'installa dans la chambre rituelle. 3 mois plus tard, Élise se tenait sur le parvis de Notre-Dame, contemplant les gargouilles qui avaient repris leur place sur la cathédrale. Elles semblaient différentes maintenant, plus sereines, moins menaçantes, comme si un poids avait été ôté de leurs épaules de pierre. Victor s'approcha, un dossier sous le bras. Les papiers sont signés. La maison aux 100 portes est officiellement classée monument historique. Élise sourit. Et le musée ? L'inauguration est prévue pour le printemps. Le musée des gardiens de Paris, j'aime beaucoup ce nom. Sophie les rejoignit, son appareil photo en bandoulière. J'ai terminé la série de photographies pour le catalogue. Vous ne croirez jamais ce que j'ai capturé. Elle leur montra à l'écran de son appareil une image de gargouille sur laquelle on distinguait clairement un sourire subtil. Elles sont conscientes, murmura Élise. Elles veillent toujours, mais librement désormais. Ils se dirigèrent vers la maison aux 100 portes, qui avait perdu son aspect menaçant. Les portes existaient toujours, mais ne menaient plus qu'à des pièces ordinaires du moins, pour ceux qui ne savaient pas regarder correctement. Dans le hall d'entrée, Monsieur Lefebvre les accueillit. Son apparence était celle d'un homme ordinaire d'une 60aine d'années, mais ses yeux reflétaient une sagesse millénaire. « Des visiteurs attendent pour la visite guidée » annonça-t-il avec un léger sourire. « Je m'en occupe » répondit Élise. Elle conduisit le groupe de touristes à travers les salles restaurées, racontant l'histoire officielle de la demeure, celle d'un alchimiste excentrique et de ses descendants passionnés d'architecture. Seuls quelques initiés connaissaient la vérité sur les portes et les gardiens. Le soir venu, après le départ des visiteurs,
Élise monta sur le toit de la maison. De là, elle pouvait voir Notre-Dame illuminée dans la nuit parisienne. Elle savait que les gargouilles la regardaient, comme elle veillait sur la ville depuis des siècles. Victor la rejoignit, 2 verres de vin à la main. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en lui tendant un verre. « Au choix » répondit-elle. « Étienne m'a dit que le véritable pouvoir réside dans le choix, pas dans le sacrifice. Je commence seulement à comprendre ce qu'il voulait dire. » Et la 100e porte ? Elle est vraiment scellée pour toujours ? Élise sourit mystérieusement. Disons qu'elle n'est plus une menace. Mais entre les mondes, il y aura toujours des passages pour ceux qui savent vous regarder. En contrebas, les lumières de Paris scintillaient comme autant d'étoiles terrestres. Quelque part dans la nuit, une gargouille déploya brièvement ses ailes avant de reprendre sa pose immémoriale, gardienne vigilante d'une ville aux 1000 secrets. Dans la maison aux 100 portes, les portes restaient closes, mais derrière chacune d'elles, des mondes entiers attendaient d'être redécouverts non plus comme des menaces, mais comme des merveilles à explorer, sous le regard bienveillant des nouveaux gardiens.